Monsieur Attali, cher public, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars et du groupe La Poste. Rien n'est plus comme avant. Révolu le temps où l'on pouvait, à sa guise, railler Attali. Fini l'époque où l'on osait impunément le soupçonner de libéralisme. Désormais, Jacques Attali s'offusque, le montre, et quitte les plateaux de télévision où l'impudence journalistique est allée trop loin. Il a donc été décidé que de la présentation ou de l'interview, une seule pourrait se permettre d'être impertinente. Et j'ai perdu. En 1956, le petit Jacques a 13 ans lorsqu'il quitte son Algérie française natale pour Paris. Petit garçon travailleur et soignant son accent parisien, il serait, 40 ans plus tard, de ceux qui tutoient Mikhaïl Gorbatchev et tirent à plusieurs milliers d'exemplaires des contes improvisés pour endormir leurs enfants. Mais je m'avance. Monsieur Attali, vous vous engagez avec méthode sur le chemin de la singularité par un parcours académique dont l'énième évocation vous lassera tout autant qu'elle fera ravaler le peu d'orgueil dont nous autres ESSEC nous gonflons. Mais qu'importe. C'est donc major de promotion que vous intégrez l'IX en 1963. Vous êtes docteur d'État en économie, ingénieur du corps des mines et diplômé de Sciences Po. Vous parachevez cette promenade de santé en sortant 3e de l'ENA en 1970. Vous entrez ensuite immédiatement au Conseil d'État, rédigez vos premiers essais et signez vos premiers articles, de la main gauche dans Le Monde et de la main droite dans Le Figaro. Vous admirez François Mitterrand et faites tout pour vous en rapprocher. Cela commence par un échec en 1966. Alors que vous tombez sur lui par hasard dans une boîte de nuit sélecte de la capitale, vous n'arrivez pas à vous faire remarquer. Vous aviez pourtant mis toutes les chances de votre côté en arborant à votre bras, tel un trophée, la Miss France de l'époque. En 1973, votre main ne tremble pas et vous saisissez. D'erreur dans ce que vous dites que je suis obligé de vous interrompre. Je suis absolument d'erreur. Ce n'est pas Je vous laisse continuer, mais c'est pour une erreur. Je suis confus. Et donc, en 1973, votre main ne tremble pas et vous saisissez l'occasion de briller par les mots cette fois-ci. Une entrevue de 5 minutes se prolonge en un entretien de 2 heures, puis en une collaboration de 20 ans. En 1981, tous les astres sont enfin alignés. François Mitterrand entre à l'Élysée et vous tend la main pour que vous l'y suiviez. Vous devenez son conseiller spécial, le concierge de l'Élysée selon une amicale formule de Daniel Cohn-Bendit. Vous le restez jusqu'en 1990, où vous quittez l'Élysée pour la BERD, la Banque européenne de reconstruction et de développement, institution chargée d'apporter les bienfaits de l'économie de marché aux anciennes républiques soviétiques. Vous participez à sa fondation et prenez les 2 premières années de sa présidence. Mitterrand, vous avez refusé la Banque de France, vous fondez une banque européenne. Non, mais non, c'est n'importe quoi. C'est ce qui se... J'ai pris à ma charge de dire ce qui se dit. Vous aurez l'occasion de revenir sur ces points. Tout ça est un tissu de mensonges. Je n'ai jamais souhaité être à la Banque de France, elle n'était pas disponible, ça ne m'a jamais intéressé. Enfin, j'ai pu lire dans la presse que c'était... Vous avez lu ça? Dans cet article de presse... Quel journal? Je pourrais retrouver, j'ai mes sources. Mais ça, puisque ça s'est écrit sur vous, ce sera l'occasion de revenir dessus ce soir. Non, parce que ça ne m'intéresse pas, mais c'est complètement faux. La plupart des choses que vous avez dites sont fausses. Mais continuez. Passons aux bonnes œuvres, donc. J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur. Vous êtes à l'origine d'Action contre la faim et présidez depuis 1998 Planète Finance, ONG de microfinance qui tend la main à la veuve et l'orphelin du Vietnam jusqu'au Bénin. Après ces années passées dans l'ombre, c'est un Saint-Jacques qui brise sa coquille et brille en pleine lumière, tout en continuant de publier plus d'un livre par an. En 2007, quoique votre main ait soutenu Ségolène Royal pendant la campagne, vous acceptez de prêter main forte au président Sarkozy, au point que l'on ne sait plus très bien si c'est de la main droite ou de la main gauche qu'ont été écrites vos 316 recommandations pour libérer la croissance française. Toujours est-il que beaucoup seront appliqués, mais que là où Jacques a dit
régule la finance, Sarkozy est resté quoi. Bien que l'on vous ait maintes fois reproché de n'avoir d'autre légitimité que la faveur du prince, vous n'avez jamais souhaité en acquérir par les urnes. Navré de ne pas vous voir gouverner, certains vous ont même confié la direction d'orchestre. Ils espéraient peut-être que la nécessité de faire travailler main gauche et droite de concert, quoiqu'à des tâches différentes, vous inspirerait des velléités électorales. Il n'en sera rien. Vous restez donc dans votre rôle de penseur, publiant essais et romans, apparaissant ça et là sur les plateaux de télévision, multipliant les prophéties, avec plus ou moins de succès, un peu comme une Cassandre qui serait plus écoutée, mais aurait moins souvent raison. Vous interpellez les politiques, comme dans votre dernier livre « Candidat, répondez », mais n'avez jamais souhaité être candidat vous-même. Cela nous ramène à l'éternel débat. Les intellectuels, lucides sur les enjeux de société, ont-ils le devoir, le fardeau, d'agir et de prendre à bras le corps les problèmes de notre monde? Permettez-moi de penser que c'est celui parmi ces intellectuels dont le nom vient de l'arabe porte-fardeau qui devrait le plus sentir sur ses épaules le fardeau du devoir d'agir. Merci et bon débat. Monsieur Attali, je vous laisse bien entendu un droit de réponse à cette présentation que vous avez déjà amplement commentée, si je peux me permettre. Je vous en prie, vous avez quelques minutes. Non, mais je merci d'avoir pris le temps et l'effort de vous faire un avis, même si, pour ma part, je ne me reconnais pas du tout dans ce portrait. J'ai toujours pensé, pour rester à l'essentiel, il y a beaucoup d'anecdotes ou d'historiettes qui étaient imaginaires dans ce que vous avez dit, mais pour en rester à l'essentiel, j'ai toujours pensé que être un intellectuel, ça exigeait d'être aussi un homme d'action en même temps. Parce que si on n'est qu'un intellectuel, ça ne sert à rien d'avoir des idées qu'on ne confronte pas au réel, et si on n'est qu'un homme d'action, forcément on agit en fonction des idées d'un autre. Donc j'ai toujours, dans ma vie, et je continue maintenant, essayé de faire les deux à la fois. D'abord, je l'ai fait en écrivant, en effet, comme vous l'avez dit, des livres depuis très jeune. J'ai publié mon premier livre à 27 ans. J'en suis à mon 55e. Pas quelques milliers, mais quelques centaines de milliers d'exemplaires à chaque fois. Et j'ai aussi simultanément essayé d'agir. Donc j'ai fondé en effet Action contre la faim. J'ai agi au plus haut niveau de la République en étant le conseiller de François Mitterrand, parce que j'estime que j'aime bien garder ma liberté d'esprit, je n'aime pas être forcé d'être d'accord avec mes amis et en désaccord avec mes ennemis, mes adversaires. Je trouve que mes adversaires ont raison. Et donc j'estime que mon principal capital personnel, c'est la liberté de penser, d'où cette liberté que ne permet pas de garder le mandat électoral. D'où le fait que j'ai agi auprès de François Mitterrand pendant 10 ans, avec cet immense privilège d'être là. Même si j'avais agi auprès d'autres au Parti Socialiste avant d'agir avec lui. Puis ensuite, en effet, j'ai fondé la Banque Européenne de Construction, et ensuite j'ai pensé, après avoir fondé aussi une autre institution européenne, qui s'appelle Eureka, que la vraie bataille n'était plus au champ français, n'était même plus au champ européen, mais au champ mondial. Et j'ai estimé que comme on n'a qu'une vie, il faut avoir une ambition aussi mégalomaniaque que possible. Je pensais que la mégalomanie était une qualité, dans la mesure où elle est malgré tout rapportée au réel. Et donc j'ai fondé avec un groupe d'amis cette organisation qui s'appelle Planète Finance, qui lutte contre ce qui est pour moi un des plus grands dangers, un des deux plus grands dangers qui menacent la planète, c'est la pauvreté, l'autre étant les problèmes de l'environnement. Et j'ai toujours pensé que la microfinance, et je continue à penser, est le meilleur outil pour faire ça. Donc nous avons fondé cette organisation qui est maintenant une grande machine, dont presque 2000 salariés, dont d'ailleurs plusieurs anciens de l'ESSEC font partie. Nous sommes présents dans 80 pays, et nous apportons à la microfinance de l'assistance technique, du financement, nous créons des banques, nous avons des métiers extrêmement différents, absolument passionnants. Je rentre du Ghana, je suis au Maroc demain matin, je serai aux États-Unis la semaine suivante, etc. On va peut-être pas vous libérer trop tard si vous allez au Maroc demain matin. On va commencer l'interview On va commencer donc l'interview. Donc, avant de rentrer dans les détails, on aimerait, Monsieur Attali, en savoir un peu plus sur vous. Donc, comme Valentin, là, avec plus ou moins de succès à rappeler, vous avez fait Polytechnique, vous avez fait le corps des mines, vous avez fait Sciences Po,
et l'ENA. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer ce que chacune de ces formations vous a apporté et surtout quelle formation vous a le plus apporté? De très très loin, ce que j'ai préféré, c'est l'école polytechnique, même s'il y a un siècle. J'ai préféré l'école polytechnique à la fois parce que j'adore les mathématiques, parce que j'y ai été professeur ensuite pendant 20 ans, et parce que c'est une école... 23 ans, c'est ça, c'est Pardon ? À 23 ans déjà, vous étiez... Oui, j'ai été nommé professeur juste en sortant d'école. J'étais professeur à l'X alors que je n'étais pas encore reçu au concours de l'ENA. Et j'ai adoré cette école, j'ai adoré les mathématiques. L'ENA, c'est pas une école, c'est un concours qui dure 18 mois. Ça n'a aucun intérêt, on n'y apprend rien. On y apprend seulement... la seule chose intéressante, c'est le stage, mais en tant que tel, c'est pas une école intéressante. Sciences Po est une école intéressante. J'ai aussi fait... Vous êtes en train de détruire les rêves de tous les futurs Non, énarques. l'ENA, je l'ai fait, je ne regrette pas de l'avoir fait. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait après. C'est l'école en tant que telle. La Polytechnique, on apprend des choses en tant que telle. Sciences Po, on apprend des choses en tant que telle. L'ENA, c'est une sorte de rituel obligatoire pour devenir haut fonctionnaire. Et avec ce fantastique coup du sort qui fait que vous sortez dans les grands corps ou pas dans les grands corps, qui reste encore valable aujourd'hui. J'ai beaucoup appris, pour répondre à votre question, à Polytechnique. J'ai eu la chance d'avoir des maîtres magnifiques qui sont restés ensuite des amis, grands professeurs de mathématiques, grands professeurs de physique. Et ça, c'est une formation inoubliable qui reste pour moi essentielle. Alors merci à M. Attali. On a retrouvé une vidéo de vous, un portrait de vous qui date de 1982. Donc on va le voir. Cet homme pressé, vous l'avez peut-être reconnu, c'est Jacques Attali, 38 ans. Effervescent, boulimique, il est partout, il sait tout, il fait tout. Brillant intellectuel, touche à tout, énarque, musicien, major de Polytechnique à 20 ans, il est auprès de François Mitterrand une sorte de boîte à idées, le défricheur du futur. Représentant personnel du président pour le sommet de Versailles, il en supervise la préparation technique et politique. Conseiller spécial du président, Jacques Attali occupe une place tout à fait à part dans l'organigramme et aussi dans l'espace élyséen. Il occupe le bureau contigu à celui de François Mitterrand, position hautement stratégique, puisque chaque visiteur officiel du chef de l'État passe dans son bureau. Qu'est-ce qu'il y a eu ce matin? Vous pouvez rappeler l'ambassadeur des États-Unis, s'il vous plaît. Peut-être s'arrêter là. Donc on le voit, vous avez été conseiller de grands acteurs de la vie politique française. Vous avez dit il y a quelques minutes avoir voulu aussi être un acteur, mais justement, alors pourquoi n'avez-vous pas voulu accepter une fonction ministérielle? Est-ce que des fonctions ministérielles vous ont été proposées et pourquoi avez-vous refusé? On me l'a proposé, François Mitterrand me l'a proposé. J'ai refusé tout simplement parce que c'était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus influent d'être auprès de lui pendant si longtemps que d'être ministre. La structure de l'appareil d'État français fait que le pouvoir à l'Élysée est encore, pour l'essentiel, là, que la connivence que j'avais avec le président de la République faisait que j'avais beaucoup plus d'influence sur le réel là qu'en étant ministre lointain. Oui. Un ministre n'a pas une influence, a moins d'influence qu'un conseiller? Un ministre a beaucoup moins d'influence que le conseiller que j'étais, oui. Que le conseiller que j'étais. Oui. Est-ce que ça va, ça vient, ministre? Oui, un conseiller aussi, ça peut aller et venir. Moi, je suis resté 10 ans parce que je suis pas mal quand même, 10 ans. Oui, je suis parti parce que j'ai eu envie de partir. Je m'ennuie un peu à la fin, mais c'est évidemment un lieu d'influence extrême. Il faut dire que les choses étaient très particulières. François Mitterrand était le premier président de la gauche. Il avait un pouvoir qu'aucun président de la République n'aura plus parce qu'il y a la décentralisation, il y a l'Europe, l'Union soviétique n'existe plus. Enfin, il y a beaucoup de moyens que l'État avait qu'il n'a plus. Le pouvoir était extrêmement concentré auprès de François Mitterrand et notre connivence faisait que j'avais sur lui une relation telle que pour beaucoup de domaines, je pouvais dire un mot utile. Et puis en même temps, ça me laissait le temps de mener ma propre vie. J'ai continué à publier un livre par an, y compris des romans en étant à l'Élysée. Le théâtre après. Contes pour enfants aussi. Oui, c'est un peu plus tard, des contes pour enfants, des romans. Mais j'ai publié des romans en étant à l'Élysée, ce qui évidemment eût été impossible si j'avais été ministre, je pense. Et en même temps, je veux dire, pour l'essentiel, c'est parce que
l'exceptionnelle connivence intellectuelle que j'avais avec cet homme, qui était un grand intellectuel, faisait un grand plaisir. En fait, on se voyait 10 fois par jour et on parlait très très peu politique. On parlait philosophie, littérature, tout un chose. Vous pensez qu'aujourd'hui c'est encore le cas? Vous pensez par exemple que M. Guéant a perdu de l'influence en passant au ministère de l'Intérieur? Non, il a choisi d'être ministre. Le secrétaire général, c'est une position très particulière. Je n'étais pas secrétaire général, je n'ai pas voulu avoir cette fonction, j'ai fait choisir celui qu'on a vu. Vous avez vu passer dans ce petit film, vous avez vu Ségolène Royal qui passait. On la voit sur la photo d'ailleurs. Mais elle était dans le film aussi. Et vous avez vu Jean-Louis Bianco. Le secrétaire général, c'est quelqu'un qui a une fonction de rouage très important. Chacun choisit sa vie, et encore une fois, les hommes politiques sont fondamentaux. Il n'y a pas de démocratie sans hommes politiques, donc j'ai plus d'extrême respect pour eux. Simplement, ça ne correspond pas à la vie que j'ai menée. J'ai préféré, pour ma part, être toujours dans la création intellectuelle, la création d'institutions. Et j'ai le plus grand mal à avoir un patron, j'en ai eu un seul dans ma vie, c'est François Mitterrand. Pour le reste, toutes les vies sont respectables. D'accord. Donc on va parler peut-être un peu plus en détail de la France. Vous avez récemment déclaré sans surprise que vous voteriez pour François Hollande aux prochaines élections présidentielles. Ma question c'est, est-ce simplement idéologique, parce que comme vous le dites, vous avez toujours voté à gauche, ou est-ce qu'il y a vraiment des propositions qui vous parlent dans les propositions de M. François Hollande, et si oui, pouvez-vous citer quelles propositions ont déterminé votre choix? D'abord, j'ai toujours voté à gauche, en effet, comme vous l'avez dit, j'aurais eu le plus grand mal à ne pas voter à gauche. En même temps, vous avez noté tout à l'heure que j'ai accepté de présider une commission de réforme pour le président Sarkozy. J'ai accepté, je le dis à l'avance, ça va être important pour la suite, en posant 2 conditions que j'avais données publiquement à l'époque. Un, c'est moi qui rédigeais la lettre de mission que je recevais, et 2, je choisissais très librement les membres de la commission. Conditions que je n'étais pas sûr qu'ils seraient acceptées, qui ont été acceptées. Le président Sarkozy était tout à fait remarquable sur ce point. Et donc cette commission qui était composée, disons, moitié de gauche, moitié de droite, même si les gens n'étaient pas choisis en fonction de ce critère-là, a pu travailler extrêmement librement. Ils ont fait un travail avec l'idée qu'il aurait été le même si le président de la République avait été Ségolène Royal ou Nicolas Sarkozy. Et ce rapport, je crois, et j'en suis extrêmement fier, et servira, je pense, de base à beaucoup de réflexions sur ce qu'il aurait fallu faire ou ce qu'il faudrait faire dans la société française. Pour ne pas perdre de triple A, c'est ça que vous avez dit. S'il avait été appliqué, s'il avait été appliqué, en particulier si on avait appliqué le 2e rapport qui portait sur la réduction de la dette publique, si on avait appliqué les mesures très détaillées qu'on avait proposées, on n'aurait évidemment pas perdu le triple A, puisque nous avions montré qu'il fallait trouver 90 milliards en 3 ans à partir de 2010, qui reste d'ailleurs toujours à trouver. Celui qui va hériter de l'Élysée en mai devra trouver 25 milliards d'ici à la fin de l'année et 30 milliards de plus en 2013. Effrayant. De toute façon, ceci reste d'actualité. Les raisons qui ont motivé mon choix, je dirais, sont de 2 natures. Il aurait vraiment fallu que la gauche fasse beaucoup de bêtises. Honnêtement, moi, je ne veux pas à gauche. Bon. Heureusement, le choix du candidat était celui que je voulais. Je n'étais très hostile à beaucoup d'autres choix. Disons que si Martine Aubry avait été candidate, je ne pense pas que j'aurais soutenu avec facilité. Vous auriez voté Nicolas Sarkozy? Non, je ne pense pas, mais j'aurais eu du mal. Pardon? François Bayrou? Non, enfin disons que j'aurais eu Mélenchon. Peut-être Mélenchon. J'aurais eu Mélenchon m'attirait Mélenchon. Pour ce qui est de François Hollande était mon collaborateur à l'Élysée, c'est un ami, je connais ses qualités, donc j'ai confiance en lui. Alors pour répondre précisément à votre question, je dirais que, regardons le paysage français. Où sommes-nous? Nous sommes dans un monde d'immenses changements, avec une vitesse de changement extraordinaire. J'étais au Ghana la semaine dernière, 13% de croissance, potentiel gigantesque, c'était au Japon la semaine d'avant, crise majeure, enfin, le monde bouge à une vitesse folle. Nous avons le privilège extrême d'être un pays très riche, très riche, très heureux. Espérance de vie une des plus élevées du monde, sécurité fantastique, revenus par habitant très élevés, fortune par habitant très élevée, etc. Mais avec une épée de Damoclès sur la dette énorme, c'est notre dette publique. Nous sommes en train de basculer, donc il va être
majeure, fondamentale, de rattraper une erreur qui a été commise depuis 12 ans, et que je répète depuis 12 ans, c'est on a augmenté les dépenses et baissé les impôts. Et pour répondre à votre question, je n'ai toujours pas répondu, la raison principale qui m'a fait choisir d'appuyer François Hollande, c'est la priorité à la jeunesse, parce que c'est elle à qui il ne faut pas laisser le fardeau de la tête. Tout faire, y compris priorité à la jeunesse, c'est-à-dire pas priorité aux autres, priorité à la jeunesse, même s'il faut baisser les retraites. Même s'il faut baisser les retraites. Et deuxièmement, comme il va falloir augmenter significativement les impôts et baisser significativement les dépenses, je préférais que ça soit fait de façon très juste. Et je pense qu'il est mieux placé pour faire ça de façon juste. Alors, vous nous parlez ici de dette. J'ai une simple question de chiffres. Est-ce que vous pensez que la perspective de réduction de la dette, de la manière dont vous la percevez, de la manière dont vous imaginez qu'elle va évoluer aujourd'hui, est pire qu'il y a 5 ans, ou est-ce que la perspective est meilleure? Elle est évidemment pire. Elle est évidemment pire. Alors, beaucoup de gens disent qu'elle est pire, parce que dans les chiffres, hein, il y a 5 ans, la dette publique française était de 60... La perspective, j'entends à 2020 par exemple. Ben, évidemment, il y a 5 ans, la perspective était de passer de 65 à 67%, la perspective aujourd'hui est de passer de 87 à 120%. Est-ce que je peux me permettre, oui, je suis désolé de vous interrompre, en fait j'ai fait un petit graphe, très simple, en lisant vos livres, donc Une brève histoire de l'avenir qui date de 2006, si je ne me trompe pas, et Candidat répondait qui date de 2012. Ouais. Dans les deux, vous faites une perspective de dette publique. Ouais. Dans le premier, on voit donc c'est Une brève histoire de l'avenir. Quelle couleur? C'est la bleue. Ouais. Vous annoncez 130% de dette en pourcentage du PIB en 2020, et vous annoncez à la page que j'ai relevée ici, dans Candidat répondait, la page 39, dans un scénario noir, le déficit n'est pas réduit, il n'y a pas de croissance, la dette publique atteindra 104,3% du PIB dès 2015, 116,2% en 2020. On est donc à une perspective de hausse de la dette publique de 14 points inférieure, donc on est dans une perspective meilleure aujourd'hui, puisque la Sarkozy a bien fait son travail. Bien joué. Et on a en vert les perspectives de François Hollande. Oui, bien joué. Ça prouve simplement que je n'étais pas trop trompé dans les perspectives. Mais je voulais juste savoir si la perspective était meilleure aujourd'hui ou pas. Non, je ne crois pas. Il y a une incohérence. Non, je pense que je n'étais pas trop trompé dans Brève histoire d'avenir. Non, mais dans Brève histoire, vous avez peut-être raison, mais... Je pense qu'aujourd'hui, les craintes que j'avais dans Brève histoire d'avenir sont en train de se réaliser. Peut-être se réalise-t-il moins gravement. Les perspectives se réalisent. En réalité, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé en France, comme un peu partout à travers le monde, c'est que le scénario noir est en train de se réaliser. Alors, un petit peu moins noir que ce qu'on pouvait craindre. Pourquoi est-ce qu'il est en train de se réaliser? Parce qu'on a fait tous l'erreur, tout le monde a fait l'erreur, moi, avec quelques autres, j'avais dénoncé dans ce brève histoire d'avenir et dans des livres successifs, dans Tout ce en disant qu'il y a un livre au milieu, qui est de croire que la dépense publique était la solution à la crise. Cette erreur, qui a été faite par les États-Unis, par tout le monde, a coûté à tout le monde sa réélection. Tous les présidents sortants, les gouvernements sortants ont perdu, sauf la France qui n'a pas été encore confrontée. Mais cette augmentation de la dette publique est épouvantable. Pour vous donner un ordre de grandeur par rapport aux chiffres que vous donnez là, qui me paraît très frappant. Qui sont les vôtres? Pardon? Qui sont les vôtres? Oui. La dette publique, depuis 2000, depuis l'an 2000, depuis le gouvernement Jospin, au moment où Fabius arrive comme ministre des Finances, l'augmentation des dépenses publiques a continué de façon imperturbable, mais les impôts ont baissé. Et au total, on a perdu 22 points de PIB de recettes. Ces 22 points de PIB, ils sont dans la croissance, qu'elle soit rouge ou bleue, c'est dans la croissance de la dette publique. Ça, c'est un truc perdu qu'il va falloir rattraper par des augmentations d'impôts et les coupes budgétaires majeures. Ça, c'est une erreur majeure qui a été commise. C'est de croire qu'on peut gagner des élections simplement en faisant plaisir, en oubliant l'avenir. Là où c'est pire aujourd'hui qu'il y a 5 ans, c'est que c'est plus facile, si vous prenez ces deux courbes, c'est beaucoup plus facile d'enrayer la croissance quand vous êtes à 65 et que vous essayez de ne pas monter à 85, que quand vous êtes à 90 et que vous essayez de ne pas descendre.
de ne pas monter jusqu'à 120. Parce que quand vous êtes en 90, évidemment, la montée est beaucoup plus difficile à arrêter. Et on est dans cette situation aujourd'hui. On est pratiquement à 90. Pour vous donner un ordre de grandeur, il faut trouver d'ici à la fin de l'année 2012 25 milliards d'euros, en plus de ce qui est dans le budget, d'économies. Je ne sais pas comment ils vont les trouver, puisqu'il n'y a pas de mouvement imaginable avant le mois de juillet. Il faut trouver 25 milliards sur la moitié de l'année pour que la dette publique ne dépasse pas 90%. Et pour qu'elle ne dépasse pas 90% fin 2013, il faudra trouver encore en économie budgétaire 30 milliards. 50 milliards à trouver, simplement pour que la dette n'augmente pas. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ce que François Hollande annonce en fait dans son programme. Est-ce que c'est la courbe qu'il annonce sur son site internet? C'est ce qu'il annonce. Il reste maintenant, et je trouve qu'il a annoncé très courageusement ce qu'il allait faire comme impôt nouveau, y compris l'annonce qu'il a faite hier, qui est incomplète à mon avis et qui devrait être précisée. Mais il n'a pas annoncé encore, comme personne d'ailleurs n'a annoncé, la nature réelle des économies budgétaires. Donc on n'en dit pas tout. Non, aucun candidat ne dit avec précision ce qu'il doit faire, ce qu'il fera comme économie budgétaire. Très bien, merci Monsieur Attali. Pour revenir un peu sur donc les élections présidentielles, l'échéance de 2012, vous disiez il y a 9 mois que vous pensiez que Nicolas Sarkozy serait élu pour 3 raisons. Tout d'abord parce qu'il est le seul à vraiment le vouloir. Deuxièmement parce que idéologiquement la gauche est majoritaire en France, selon vous. Et troisièmement, je finis juste, comment? Et minoritaire, excusez-moi, minoritaire. C'est bien, vous suivez. Et troisièmement, parce que le programme du Parti Socialiste... Non, j'ai entendu des bruits. Le programme du Parti Socialiste, selon vous, n'était pas très sexy, donc il y a 9 mois. Aujourd'hui, vous ne dites plus que vous pensez que Nicolas Sarkozy serait élu, mais vous dites que Nicolas Sarkozy a des chances. Donc on a un peu l'impression que vous semblez moins sûr que vous l'étiez il y a 9 mois. Alors est-ce qu'il y a une de ces 3 causes que vous avez, qui a évolué ou que vous avez surestimé? C'est toujours la même chose quand on est en situation de faire des pronostics. Parce qu'il y a 2 sortes de pronostics. Il y a les pronostics qui vous disent « voilà ce que j'espère qu'il va se réaliser, et je vais vous montrer les chemins pour y parvenir ». Il y a le pronostic qui vous dit « voilà ce que je crains qu'il va arriver, et voilà comment il faut faire pour que ça n'arrive pas ». Si je vous dis, par exemple, il y a un piano qui va vous tomber sur la tête, Il est là. vous vous écartez. Et donc, vous pouvez me dire, mais vous êtes nul, le piano ne m'est pas tombé sur la tête, vous avez bougé. Et c'est très bien ainsi. Donc, souvent, il m'arrive de faire des pronostics en créant les conditions, ou en aidant à créer les conditions pour qu'ils ne se réalisent pas. Mais là, vous donnez des arguments. Alors, pour ce qui est de la victoire de Nicolas Sarkozy, j'ai encore dit récemment que je pensais qu'il avait de fortes chances d'être élu. Les raisons que j'ai données restent les bonnes. La France reste à droite, il a une envie folle d'être réélu. Il a une Plus que François Hollande? Oui, je pense qu'il il met dans cette élection quelque chose de personnel, d'intense, que ne met pas pour des raisons d'éthique personnelle. De la même façon, François Hollande, qui est plus dans un combat moral que dans un combat de bataille personnelle. Et sur ce qui est du programme... C'est pas une question d'envie, là, alors. Si, c'est une question éthique. Si c'est une question de volonté morale, c'est pas une question d'envie, c'est une question de façon façon de faire. C'est bien ce que je vous dis. Dans la mesure où il y en a un qui a plus envie et l'autre qui met plus d'éthique... Il n'ose pas... Non, quand vous avez un projet, vous présentez ce projet comme tel. Vous ne le présentez pas comme une envie personnelle. Or, le fait d'avoir une envie qui se traduit par une sorte d'énergie de cette envie peut en elle-même attirer des gens qui ne sont pas attirés par un projet, mais qui sont attirés par une sorte de vertige, d'attirance pour un leader, ce qui a été le cas en 2007. Et aujourd'hui, la seule raison qui peut faire battre, la principale raison qui peut faire battre Nicolas Sarkozy, c'est le rejet de sa personne ou de son échec, plus que l'attirance. Donc on a un référendum pour ou contre M. Sarkozy. Ça a d'ailleurs toujours été comme ça dans les présidentielles. Ce n'est pas François Mitterrand qui a été élu, c'est Giscard qui a été battu, ce n'est pas Jacques Chirac qui a été élu, c'est Jospin qui a été battu, c'est pas Nicolas Sarkozy qui a été élu, c'est Ségolène Royal qui a été battu. Vous pensez que c'est Ségolène Royal qui a été battue? Oui. Il y a eu une envie, il y a eu un engouement. Pourquoi avoir sélectionné Ségolène Royal Parti Socialiste si c'est l'envie qui détermine les chances de victoire? Parce que Mme Royal a apparemment plus envie que M. Hollande. Peut-être mal exprimé. Je n'ai pas compris la logique de votre raison. Vous avez expliqué tout à l'heure que l'envie était une force très puissante pour vouloir être élu. Est-ce qu'au Parti Socialiste, il n'y avait pas un autre
candidat possible avec plus d'envie pour affronter M. Sarkozy. Oui, mais disons que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que l'envie est un facteur très important pour obtenir des voix, surtout quand on agit indépendamment d'un programme. Ce qui est plutôt le cas des candidats de droite, qui sont plutôt empiriques, qui sont plutôt opportunistes. Le candidat de gauche est plutôt porteur d'un projet, donc l'envie en tant que telle n'est pas un facteur déterminant. Oui, alors donc on a retrouvé une autre vidéo de vous, donc en 81, où vous essayez donc d'expliquer les raisons génériques d'une crise depuis le XIIIe siècle. Donc on va voir la vidéo. Alors, sur la nature même de ce que vous expliquez comme étant une crise, vous dites que la crise actuelle, c'est une hausse des coûts de l'organisation. Alors ça, c'est une formule à vous. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, la crise actuelle renvoie au principe général disons, du délitement des systèmes tel qu'on peut l'observer depuis le début des sociétés industrielles. N'est-ce pas? La société industrielle commence vers le XIIIe siècle, et à chacune de ces réécritures, ou crises si vous voulez, se met en place un processus extraordinairement simple et semblable, qui est que montent les coûts d'organisation du système. La crise, c'est la montée de ces coûts d'organisation et l'incapacité pour un système donné de pouvoir, une société donnée, de pouvoir accepter ces coûts d'organisation. Et le dépassement de la crise, c'est la capacité d'un nouveau système ailleurs de réécrire, c'est-à-dire de réduire de nouveau les coûts. Donc vous nous expliquez que toutes les crises sont liées à une augmentation des coûts d'organisation. Est-ce que vous pouvez un peu préciser cette formulation et nous dire surtout en quoi la crise actuelle est aussi liée à ce phénomène? Bon, j'ai repris cela dans tous mes livres, et vous retrouvez ça aussi dans Brève Histoire de l'avenir. C'est vraiment un continuum de ma pensée que j'ai repris en particulier dans les travaux d'Immanuel Wallerstein, de Fernand Braudel pour la période du XIIIe au XVIIIe siècle. C'est tout simplement l'idée qu'une société s'organise autour d'un cœur qui est un lieu de pouvoir principal, autour d'une technologie qui lui permet de maintenir son pouvoir, en accumulant un certain nombre de richesses, d'étendre son empire, puis à un certain moment, il y a un certain essoufflement de ces technologies dominantes, les nécessités de sécurité de l'empire dominant exigent une part des dépenses croissantes. Elle s'essouffle, et s'il n'est pas capable de recréer les conditions de création de richesse autour de technologies nouvelles, elle cède la place à quelqu'un qui a réussi à prendre la maîtrise des technologies nouvelles. C'est ce qui s'est passé de siècle en siècle. Aujourd'hui, c'est exactement à ça qu'on assiste. Depuis 1900, c'est maintenant bien connu, hein, comme beaucoup d'autres, je l'ai écrit depuis longtemps. Depuis 1980, on a assisté aux États-Unis, empire dominant, à une très très grande difficulté de maintenir la capacité de puissance dominante, parce que les technologies n'ont pas suffi à apporter la richesse nouvelle. Donc on a cherché des moyens par l'exploitation des matières premières, et puis on a maintenu un niveau de vie apparent par l'endettement, et un niveau de vie par non plus l'augmentation des revenus, des salaires, mais par l'augmentation des plus-values liées à la vente des titres sur les marchés boursiers ou des titres immobiliers. Naturellement, il y a une limite qui a été rencontrée avec la crise des subprimes, qui était le révélateur de la fiction de l'augmentation des revenus par le biais des plus-values, et donc le système s'est essoufflé et s'est effondré, ou ne s'est pas effondré, tout simplement parce qu'on a continué à augmenter la dette. Hein. Le maître à penser de l'économie d'aujourd'hui, c'est Madoff. On vit dans une économie où la dette continue à augmenter, avec un léger transfert de la dette privée aux États-Unis vers la dette publique, assez général, d'ailleurs, qu'on vient même voir aussi en Grèce, transfert de la dette privée vers la dette publique, mais ça ne change rien. Cette dette est là, elle continue à augmenter, et elle est un substitut, une mode de financement de ces coûts d'organisation, dont on voit la trace à l'échelle de la planète. Les États-Unis dépensent des sommes folles pour maintenir leur pouvoir. Pour l'instant, ils sont tout à fait encore capables de le faire. Je ne pense pas qu'ils sont condamnés à disparaître, mais non plus que nous sommes dans une période assez particulière qui ne ressemble pas à la chute de l'Empire britannique remplacé par l'Empire américain, à mon avis, mais plutôt à la chute de l'Empire romain. C'est-à-dire que la chute de l'Empire britannique, il y avait un empire de substitution, qui était l'Empire américain. Je ne pense pas qu'il y ait un empire de substitution de l'Empire américain, je pense que l'Empire américain est en train de décliner, mais que comme l'Empire romain, quand il a disparu, il a mis très longtemps à disparaître, tout le monde est devenu romain,
l'Empire romain a disparu, mais tout le monde est romain. On devient tous américains. On devient tous, le monde entier devient occidental. Il y a une sorte de victoire générale de l'Occident dans un affaiblissement de l'Occident. D'accord. Et sans que pour autant, ni la Chine, qui a des millions de problèmes intérieurs à régler, ni l'Inde, ni personne, sauf peut-être, si tant est qu'elle s'organise l'Union européenne, qui est vraiment la vraie superpuissance potentielle de demain, si elle s'organisait, ce que je n'espère pas, parce que je n'arrive plus à espérer, aurait les moyens de remplacer les États-Unis. Sinon, on est comme à la fin de l'Empire romain, c'est-à-dire au moment où il n'y aura plus d'empire dominant, et où on entre dans une période de grand chaos, comme a été la période qui va du IVe siècle au XIIe siècle. Vous parlez de chaos, moi je me suis plongé dans un livre assez ancien, enfin en tout cas pour moi, parce qu'en fait il est sorti avant que je sois né. Je l'ai trouvé chez moi, c'est dans la bibliothèque de mon père, c'est Ligne d'horizon, enfin j'imagine que vous connaissez beaucoup mieux que moi, qui l'ai lu et parcouru, je n'ai pas tout lu, je vous ai lu. Et vous écrivez en page 10, au début du livre, que, donc là vous venez de nous parler de l'idée que la crise économique, tout ça, c'est quelque chose qui est très, très présent, là, on va vers la fin d'un empire américain, vers une sorte d'ouverture différents États puissants. Et vous écrivez, à la page 10, la crise économique mondiale est terminée en 1990, et vous continuez en disant dans l'ensemble des pays développés sont réunis les signes d'une nouvelle période de croissance. Elle durera plusieurs décennies. Certes, on assistera encore de temps à autre à des ralentissements. Longtemps encore subsisteront des problèmes, mais la croissance économique, à l'échelle de la planète, n'en souffrira pas durablement. Donc moi j'ai une simple question. Oui, est-ce qu'on est dans un simple ralentissement ou est-ce qu'on est dans une crise grave? Cette phrase, je la maintiens. Ah, mais moi j'en doute pas. Moi ce que je veux juste savoir, c'est éclaircir, est-ce qu'on est dans un ralentissement ou est-ce qu'on est dans une vraie chute? Si vous prenez, regardez les évolutions de la croissance mondiale. Si vous prenez la fin du XVIIIe siècle, on est à 0,7. Au XIXe siècle, on est à 1,5. Après, on est passé à 3 et aujourd'hui, on est à 4. On a été à 5, on vient de descendre à 3,5. Hein. On annonce 3,5 pour cette année, mais on était à 5 pendant 10 ans. Si vous regardez sur les 40 prochaines années, le potentiel de croissance de l'économie mondiale, il est à 5. Vous avez une croissance démographique énorme, on va passer de 7 à 9 milliards, avec une urbanisation, créateur de progrès techniques, créateur de productivité par la mutation agricole, rurale. Vous avez une masse de capitaux disponibles qui est gigantesque à cause du l'épargne mondiale qui est énorme. Vous avez l'absence de guerre mondiale importante qui fait qu'il n'y a pas de destruction de capital. Et vous avez 4 vagues de progrès techniques devant nous, biotech, nanotech, technologie d'information, neurosciences, qui apportent le potentiel de croissance, plus la liberté économique et la liberté politique, qui sont des facteurs énormes de croissance. Donc, nous sommes dans une période de croissance mondiale absolument gigantesque. Mais cette croissance mondiale s'organise dans un monde sans droit, sans règles de droit. Or, on n'a pas beaucoup d'exemples, on n'a même pratiquement pas d'exemples d'économie de marché sans état de droit. Parce que l'histoire nous apprend que l'économie de marché, ça fonctionne avec un État qui crée le marché. Toute l'histoire mondiale, c'est un État fort crée le marché détruit l'État fort pour créer une démocratie. C'est comme ça que ça a commencé en Angleterre et ensuite. C'est ça qui est en train d'arriver à l'échelle de la planète. Ce qui est dans la vraie histoire de la vie, en fait. Voilà. On a un État, le marché qui est en train de se développer massivement, mais on n'a pas l'état de droit. On n'a même pas l'état de droit minimal à l'échelle de la planète qui est nécessaire à l'économie de marché, parce que le marché, il a besoin d'un état de droit, ne serait-ce que pour maintenir le droit de propriété. Et c'est toute la grande bataille sur la mise en place d'un droit de propriété mondial, dont l'ACTA récent est une des dernières manifestations, avec beaucoup de soubresauts, qui fait que si on n'a pas la possibilité de mettre en place cet ordre mondial, ce qui est en train de se passer, c'est une victoire progressive d'une économie de marché sans état de droit, c'est-à-dire une économie criminelle. Une économie illégale et criminelle où la croissance du marché se fera sans frontière claire entre le légal et l'illégal, le criminel et l'éthiquement admissible. Donc, nous sommes dans une très forte croissance du marché, avec un ralentissement normal des pays développés, parce qu'ils ont tellement cru que les autres doivent rattraper. Je vous dis, le Ghana est à 13%. Et malgré tout, j'étais au fin fond des campagnes du Ghana, la misère est gigantesque, donc il y a encore des retards gigantesques avant de se rattraper. La Chine croît très vite, mais elle part de tellement bas qu'il y aura d'énormes problèmes. Il faudra 40 ans avant qu'elle atteigne un niveau de vie par habitant qui ressemble au nôtre, si on compte la totalité des Chinois, pas seulement les villes côtières. C'est pas beaucoup. Pardon ? C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Mais pour la période dans laquelle nous sommes, il y a ce basculement-là qui nous est profitable aussi, puisque la croissance de la Chine, c'est bon pour nous, puisque ça crée
des marchés pour ce qu'on pourrait tenter ou réussir à produire. C'est ce basculement auquel on assiste, et ce basculement sans un État mondial régulateur, qui évidemment n'existe pas, il n'existera pas avant plusieurs générations, si tant est qu'il n'existe jamais, on n'a pas les processus de transfert de richesse, d'amortisseurs sociaux qui seraient nécessaires pour rendre cela tolérable. Même à l'échelle de l'Europe, qui est un petit échantillon des problèmes mondiaux, on n'arrive pas à le mettre. D'accord. Donc vous nous parlez d'un état criminel, donc si on continue comme ça, sans... Situation criminelle. Situation criminelle, d'accord. Pourtant, vous aimez comparer la période actuelle avec la période de 1910, il y a un siècle, et on sait que la période de 1910 a débouché sur une guerre mondiale. Alors pour vous, quel serait l'équivalent au XXIe siècle de cette guerre mondiale? C'est ça, c'est une situation criminelle? 1910, ce serait militaire. Je dis que ça ressemble beaucoup à aujourd'hui parce qu'il y avait à la fois une globalisation qui commençait, un optimisme extraordinaire, des progrès techniques incroyables, le téléphone, la radio, l'automobile, enfin la radio c'est 1917, l'automobile, l'avion, le sous-marin, tout ce qu'on connaît maintenant, l'électricité était là. Donc on avait un potentiel énorme. Il y avait aussi l'apparition de l'Asie qui commençait à surgir, l'apparition de la démocratie qui commençait à surgir, y compris en Russie, qui allait vers la démocratie. Donc on avait une impression très heureuse. Puis en même temps, il y a eu des choses qui ressemblaient énormément aujourd'hui, une grave crise financière, l'effondrement de l'empire dominant, c'était l'empire britannique, l'empire américain qui apparaissait, du terrorisme, on appelait ça à l'époque du nihilisme, et toute une série de crises financières fortes qui sont produites à ce moment-là, puisqu'il y a eu une grande crise financière en 1907. Là où ça ressemble à aujourd'hui, c'est qu'en 1907-1910, on a pris toutes les mauvaises décisions. Protectionnisme, le réarmement comme lutte contre la crise. Est-ce qu'on va aller vers le même? Non, je ne pense pas qu'on fasse deux fois les mêmes erreurs. Même si aujourd'hui, l'équation planétaire de cette crise actuelle, si on est optimiste, on peut penser que la croissance, dont j'ai dit qu'elle était forte, peut avaler tout ça. Et c'est vrai que si on a une croissance de 4-5%, plus une inflation de 5-6%, en 10 ans, on a avalé cette tête, au détriment des générations passées. L'avantage des jeunes, l'inflation est utile aux jeunes. S'il n'y a pas d'inflation aujourd'hui, c'est que le pouvoir appartient aux seniors, c'est-à-dire aux plus de 40 ans. Enfin, la frontière est à 40 ans. Les plus de 40 ans n'ont pas intérêt à l'inflation et ils sont aujourd'hui au pouvoir. C'est ça qui fait aujourd'hui que je ne crois pas que l'inflation va être choisie comme solution et je ne crois pas que la croissance sans inflation suffise à avaler la dette. Donc qu'est-ce qui pourrait arriver? La solution raisonnable, évidemment, c'est la libération des forces de croissance, à condition qu'elle soit socialement acceptable. Je ne crois pas qu'elle suffira. Est-ce qu'il y aura autre chose? La guerre en elle-même, oui, elle a permis d'avaler la dette à plusieurs reprises. Je ne pense pas que le scénario que j'ai décrit dans l'histoire d'avenir d'une guerre planétaire peut arriver dans une situation de tension qui continuerait pendant 20 ou 30 ans. Mais vous êtes assez jeune ici pour le voir dans votre vie active. 20 ou 30 ans, si les contradictions actuelles continuent, on va aller vers des contradictions, des raretés qui peuvent être extrêmes. Je continue à penser qu'un monde organisé, avec des règles de droit stables, peut, avec la croissance potentielle de la planète, avaler les difficultés actuelles qui ne sont pas... Donc on ne se porte pas sur une guerre mondiale On peut le faire. Nous ne sommes pas, vous n'êtes pas, je ne suis pas des spectateurs, n'est-ce pas? Je voudrais vraiment sortir de ce débat sur... Par exemple, souvent on me demande est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Bon, je ne suis ni optimiste ni pessimiste. L'optimisme ou le pessimisme, c'est une attitude de spectateur. Si je regarde un match de foot, je suis optimiste ou pessimiste pour l'équipe que je soutiens. Si je joue au foot, je suis ni optimiste ni pessimiste, j'essaie de gagner le match. Je prends un exemple moins ludique. Nous sommes en 1940. Est-ce que la question de savoir si on est optimiste ou pessimiste a du sens? Évidemment non, aucun sens. Si on dit en 40, vous êtes optimiste sur la victoire, aucun intérêt. La question c'est quel camp je choisis? Et là, la question que je vous pose, c'est quel camp vous choisissez? Moi j'ai choisi un camp. C'est de me battre contre la pauvreté, parce que je crois que ça va faire exploser la planète. Et je vous demande quel camp vous choisissez. Est-ce que vous choisissez le camp de votre petit ou grand bonheur personnel qui consiste à faire une belle carrière dans un monde qui est en train de changer de nature, ou est-ce que vous participez à ce changement éthique sans lequel tout ce à quoi vous croyez va s'effondrer? On va en parler des carrières justement. On va parler justement des carrières. J'ai retrouvé une émission de 1985 où on vous demande de classer par ordre d'influence certains métiers.
Nous avons ici des publicitaires, peintres, écrivains, financiers. Par ordre croissant, quel est l'ordre d'influence aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Vous savez, tout ça, c'est des individus. Subjectivement. Alors, si on peut faire des grandes catégories, c'est très difficile. Un David Ogilvy est un homme d'une influence extrême. Mais en général, je ne parle pas des hommes particuliers. Si on disait des catégories, je dirais dans l'ordre le financier, l'artiste, l'écrivain. Alors décroissant là, le financier, le peintre, l'écrivain et le publicitaire. Donc vous le voyez, vous faites un classement qui nous paraît assez étonnant. C'est-à-dire que vous mettez le financier, l'artiste, puis le publicitaire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en 25 ans, on a eu un essor de l'influence du publicitaire, justement, qui, comme on sait aujourd'hui, est un peu partout et surtout derrière les candidats? C'était pas un classement souhaité, c'est un classement observé. Hein. Oui, non, mais je dis pas comme ça, oui. Mais justement, est-ce que vous observez pas qu'aujourd'hui, 25 ans après, il y a eu un essor de l'influence du publicitaire? Parce qu'on a dans la salle des gens qui hésitent entre la finance et la communication. Je ne me trompe pas trop en disant ça. Aujourd'hui, ça reste l'influence de la finance en 85. Là, c'était une émission de pivot. Je venais présenter un livre qui était la biographie de Simone Barbour. Donc c'était peut-être ça qui justifiait qu'on parlait de finance. Et aujourd'hui, donc on a... Évidemment que la finance a pris le pouvoir dans ces années-là, elle n'a pas quitté. Que l'artiste reste, au fond, le vrai acteur du changement. Mais le publicitaire a-t-il pas dépassé l'artiste? Non, le publicitaire, c'est... Vous pensez que l'écrivain, le peintre, vous mettez le peintre au-dessus du publicitaire, vous pensez que le peintre a plus d'influence? Si vous regardez à long terme, l'artiste est plus important que tout. D'ailleurs, si je peux me permettre une petite publicité personnelle, en ce moment, le Louvre et le Palais de Tokyo sont en train de travailler sur une exposition sur Brainstorm d'avenir, qui va devenir en 2014. Tout le Louvre et tout le Palais de Tokyo vont être occupés par un regard sur des artistes sur le passé et l'avenir, à partir de la grille de lecture que j'ai donnée dans mon livre. Donc, j'ai commencé à regarder ce qu'ils font, parce que c'est pas moi qui travaille. On s'aperçoit que, évidemment, ce qui reste d'une période, c'est pas Monsieur Arnolfini et Madame Arnolfini. C'est le tableau de Van Eyck qui les a peints. Ce pas ces deux marchands qui restent. Et, bon, évidemment, ce qui reste d'une période, c'est d'abord les artistes. Donc, n'ayant pas tous la force d'être des artistes, vous nous conseillez quoi comme secteur d'avenir? S'il y en avait deux dans lesquels il faudrait qu'on s'engage? Ce qui me vient à l'esprit en vous écoutant, c'est votre question, c'est un livre de Carlos Castaneda qui s'appelle L'herbe du diable, la petite fumée. Vous connaissez ce livre? Non. Alors, Carlos Castaneda était un anthropologue américain qui travaillait à Californie. Son livre, qui en anglais s'appelle The Teachings of Don Juan, a énormément d'influence. Et il raconte dans ce premier livre d'une série de 4 la rencontre de lui, anthropologue, avec un sorcier yaqui. On a beaucoup discuté ensuite pour savoir si c'était une rencontre réelle ou s'il avait imaginé sorcier yaqui, mais en fait, en réalité, il avait mêlé plusieurs sorciers yaqui avec qui il avait parlé. Et le livre commence par... il va voir le sorcier yaqui dans sa maison et le sorcier lui demande pourquoi je vous parle de ça à propos de votre question. Mais ça m'est venu à l'esprit en vous écoutant. Et le sorcier lui dit, avant que je te réponde et que je commence à parler avec toi, cherche ta place. Alors, Carlos Castaneda lui dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, cherche ta place, rampe. Et il raconte longuement comment il doit ramper dans la pièce jusqu'à trouver le lieu dans lequel il se sent à sa place. Bien. Les forces telluriques l'attirent, et là, il peut se redresser et commencer à parler. Donc ma réponse à votre question, c'est trouver votre place. C'est très aristotélicien. Je crois connaître assez bien Aristote pour ne pas voir très bien la relation entre ce que vous dites et Aristote. Ouais, théorie des lieux, mais après, la logique des lieux, l'Aristote m'a mal expliqué, mais c'était que chaque être cherchait un lieu dans lequel il pouvait se développer de façon la plus... Alors disons que c'est une lecture que je n'avais jamais entendue d'Aristote. C'était un inédit. L'éducation, vous êtes à un moment de votre vie extrêmement important où vous devez chercher le lieu qui vous permettra d'être vous-même. Peut-être que c'est d'être clown, peut-être que c'est d'être artiste, peut-être que c'est de ne pas encore choisir. Moi, à votre âge, j'ai compris qu'il était très important que je ne choisisse pas. Et donc j'ai choisi de faire mes études de façon à ne surtout pas choisir, pour garder toutes les perspectives ouvertes. Avec toujours une ambition qui était
d'abord d'être un écrivain. C'était l'ambition première et principale que j'ai toujours eue. Mais je pense que ce qui est... Ne choisissez simplement une chose, choisissez d'être vous-même. Et c'est très difficile de savoir ce que c'est d'être vous-même. Débarrassez-vous du reste. Pensez monde, pensez hors de tous les contextes. Enlevez, si j'ose dire, costume, cravate. On ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. C'est très très court. Mais si on hésite, ça peut nous aider d'avoir quelques visions d'un professeur. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. Vous pouvez peut-être nous éclairer sur les domaines. La seule chose que je peux vous éclairer, c'est de vous dire essayez tout. D'accord. Cherchez ce qui vous plaît. Il y a des milliers de choses passionnantes. Ne cherchez pas quelque chose qui serait bien en soi. Il y a des milliers de choses passionnantes, absolument passionnantes, des milliers de métiers, des milliers d'activités. Mais c'est vous, en vous-même, que vous avez quelque chose. Essayez simplement, un peu grandiloquent ce que je veux dire, mais j'y crois vraiment. Essayez de comprendre ce que vous avez d'unique. Je crois que chacun d'entre nous a quelque chose d'unique. Essayez de ne pas faire un métier, c'est important ce que je veux dire, en tout cas de mon point de vue. Essayez de ne pas faire un métier qui pourrait être fait par quelqu'un d'autre. Essayez de ne pas occuper une fonction qui pourrait être occupée par quelqu'un d'autre. Si vous faites ça, votre vie ne sert à rien. Si vous dites, je vais chercher ce que je peux faire, que seul moi pourrais faire, parce que je crée une entreprise, parce que j'invente quelque chose, parce que je suis original dans ce que je pense, alors vous apportez une sorte d'étincelle de lumière particulière à l'humanité et vous donnez du sens à votre vie. Si je peux me permettre de m'aventurer encore dans tout ce qui est espace, lieu, c'est juste pour vous parler rapidement de... Je fais un saut, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que j'ai lu là, dans votre livre. C'est la théorie des objets nomades dont vous parlez dans Ligne d'Horizon. Et j'ai trouvé... J'ai inventé ce mot oui, 85. Et j'ai trouvé ça assez étonnant, cette citation d'ailleurs qui est ici, où vous dites, et c'est une vision assez incroyable en 1990 où personne n'avait d'iPhone ou de BlackBerry, où vous écrivez « Les objets nomades, ils deviendront des moyens de création et de critique, de subversion et d'invention, de démocratie et de révolution. » Donc ô combien d'actualité aujourd'hui. À votre avis, à quel niveau d'avancement sommes-nous arrivés? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent encore nous amener vers plus de subversion, plus de révolution et peut-être vers plus de démocratie? Dans ce livre, j'avais inventé le mot objet nomade dans un livre précédent, en 85. Dans ce livre, je disais quelque chose qui à l'époque avait été fait beaucoup de scepticisme. Je disais, on sera reconnu par un numéro de téléphone qui ne sera plus lié à une adresse mais à une personne. Mais aujourd'hui, c'est une immense banalité. Et il y a seulement 20 ans, ça paraissait complètement invraisemblable. Les objets nomades ne font que commencer. Ils vont être bien plus importants que tout, dans la mesure où ils vont devenir des prothèses intégrées en nous. C'est l'alliance entre le téléphone, qui n'est aujourd'hui qu'extraordinairement balbutiant, mais ce qui va se lier avec les biotechnologies, les nanotechnologies, les neurosciences, qui va donner à l'homme les moyens de démultiplier ses moyens de création absolument extraordinaires. S'il y a une science d'avenir, là je crois beaucoup, c'est toutes les sciences de la pédagogie. Si un domaine où l'homme n'a pas du tout progressé, c'est qu'on sait très bien faire mieux des tas de choses, on sait très bien soigner mieux, on sait très bien produire plus vite, on ne sait pas enseigner mieux qu'avant. On s'enseigne comme au temps d'Aristote. Il faut toujours 2500 heures pour apprendre une langue. Il y a là un domaine énorme et ces technologies, lorsqu'elles seront de plus en plus, et c'est demain, branchées sur le cerveau, vont changer tout. Par exemple, dans moins de 5 ans, on aura de façon banale quelque chose que j'ai vu fonctionner mais qui n'est pas encore opérationnel, ce sont des lunettes, comme ça, banales, dans lequel il y a un écran virtuel qui vous permet de voir votre écran d'ordinateur et virtuel, et vous pouvez cliquer en clignant de l'œil, ce qu'on sait déjà faire parce qu'on sait le mettre en œuvre pour les tétraplégiques, et donc on pourra commander l'ordinateur, lui-même connecté à Internet, simplement par un mouvement de l'œil. Ce qui permet de communiquer avec quelqu'un qui a animé les mêmes choses, donc la transmission de pensée elle est déjà là. Les moyens de la virtualité et du développement du cerveau que permettent les technologies de l'information sont gigantesques devant nous.
J'envie ceux qui ont 25 ans aujourd'hui parce qu'ils vont voir des choses passionnantes. Est-ce que vous pensez, en disant ça, qu'on sera en fait harnaché de prothèses? C'est pas du tout la même idée. Si, c'est ça. Et donc on va disparaître. Oui, exactement. C'est bien le danger. Donc en fait, l'évolution technologique, c'est pas forcément quelque chose de très positif. Encore une fois, c'est tout le danger de la condition humaine. Qu'est-ce que l'homme cherche depuis toujours? Il cherche à être libre. Pourquoi il cherche à être libre parce qu'il cherche à ne pas mourir. Comment est-ce qu'il a trouvé la meilleure réponse à ne pas mourir? C'est s'entourer d'objets qui eux-mêmes sont immortels, jusqu'à même devenir lui-même un objet, parce que l'homme pense que l'objet n'est pas mortel. Et il devient un objet en remplaçant progressivement tous les éléments de lui-même par des prothèses. Donc d'une certaine façon, j'ai écrit ça depuis très longtemps, l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de transformation de l'être vivant en un artefact. Qui d'ailleurs a commencé assez vite. Qu'est-ce qu'un artefact? C'est un objet produit consciemment par l'homme. À partir de quel moment commence la production consciente de l'homme par lui-même? Est-ce que ça ne commence pas déjà avec toutes les techniques de contrôle des naissances, de maîtrise de la natalité qui font que l'homme progressivement est maître de lui-même et donc se transforme lui-même en un produit de lui-même, volontaire, conscient. Cette lente transformation, elle peut soit détruire l'homme, comme dans ce roman de science-fiction de Richard Matheson qui s'appelle « Je suis une légende », où les hommes progressivement deviennent des zombies, ou au contraire, utiliser cette transformation pour transcender l'homme et pour que l'homme devienne un esprit qui, par son esprit, aide au dépassement de lui-même et non pas de sa disparition. Des limites du corps. À nous de jouer, quoi. D'accord. Donc, pour revenir un peu sur le rôle de la France en Europe, vous parlez souvent, vous avez ce thème du déclin de la France, donc vous déplorez la perte du poids de la France en Europe. Selon vous, quels sont les grands chantiers qui pourraient permettre à la France de revenir au cœur de l'Europe? D'abord, je crois que l'Europe a toute vocation, je l'ai dit tout à l'heure, à être la première puissance du XXIe siècle. Déjà, si vous regardez aujourd'hui, je peux répondre à ces questions sur la France. Si vous regardez l'Europe aujourd'hui, prenez tous les indicateurs, nous sommes mieux que les États-Unis. L'Europe a moins de dettes que les États-Unis, l'Europe a une balance des paiements excédentaire, l'Europe a moins de chômage, le niveau de vie des Européens est plus élevé, l'espérance de vie augmente en Europe alors qu'elle baisse aux États-Unis, la fortune moyenne des Européens est plus élevée, tous les critères sont meilleurs. Sauf que, évidemment, on n'a pas la monnaie dominante et on n'a pas la puissance militaire. Ils ont 45% de défense militaire de la planète, nous avons 25 et très éparpillés. Et si nous avions un État fédéral, nous sommes la première puissance de la planète. Et il suffit de se promener dans le monde pour savoir que nous sommes incroyablement vivants. Il n'y a pas un pays au monde où il fait meilleur vivre qu'en Europe. Et en Europe, en France, il n'y a pas un pays en Europe où il fait meilleur vivre qu'en France. La France a tout pour être le grand acteur de demain. D'abord, en Europe, elle a une chance qu'aucun autre a, c'est la démographie. Tout courant politique confondu, depuis la tragédie de 1930, 1939, et la tragédie de 1918, 14-18 pour commencer, la France s'est mise en chantier d'avoir une population qui augmente. Nous avons l'espace pour ça, ce n'est pas un problème. Donc nous avons une population qui grandit, qui nous permet d'avaler nos dettes, de payer nos retraites, et d'être une nation qui, mis à part quelques scories, je dis volontairement scories, pour parler du ministre de l'Intérieur actuel, M. Guéant, qui interdit aux étudiants étrangers de rester en France, la France accueille les étrangers, et c'est très bien comme ça, parce que c'est comme ça qu'elle nourrit son intelligence, qu'elle se renouvelle, Nous savons dépasser les Italiens, nous sommes la seule nation, nous allons dans 25 ans avoir plus. La France et l'Italie vont mieux que l'Allemagne dans une trajectoire. Pourquoi? Pour des questions démographiques? Démographique d'abord. L'Italie va mal démographiquement, mais l'Italie s'ouvre à l'immigration, l'Italie a mis dans l'ordre de ses comptes, l'Italie a une dynamique créative et culturelle extraordinaire, l'Italie est un pays de services qui correspond à l'avenir, et nous, regardez les grands métiers de demain. Les grands métiers de demain, c'est l'énergie, nous sommes très bons, la finance, les assurances plus exactement, nous sommes très bons, les transports, nous sommes très bons, nous sommes leaders mondiaux dans un très grand nombre de secteurs d'avenir, et en plus, nous sommes un pays de cocagne en qualité de vie. Il vaut mieux faire de la recherche à Montpellier qu'à Bangalore. Allez à Bangalore, vous verrez que c'est... Si nous sommes capables de nous organiser, nous avons un potentiel pour devenir une grande nation
de l'intelligence, qui va être le grand secteur de demain, meilleur que qui que ce soit dans le monde. Et d'ailleurs, quand on essaye, on y arrive. Je prends juste un exemple très révélateur. Les nanotechnologies appliquées aux biotechnologies, secteur pointu, vous n'avez aucune chance d'être numéro 1, ou numéro 2, ou numéro 10 mondial. Nous sommes numéro 1 mondial, personne ne le sait. Nous sommes numéro 1 mondial. Parce que dans une ville qui n'est pas une des plus jolies de France, mais qui a une caractéristique particulière, qui est Grenoble, 3 personnes ont décidé et ont réussi, avec l'accord de l'État, des collectivités locales, de mettre en place une plateforme qui s'appelle le Minatech, qui fait qu'on a les plus grandes entreprises, qui ont le plus de brevets du monde dans ce secteur. Donc des pôles de compétitivité. Des pôles, c'est ça que vous voyez, des masses critiques. Nous sommes bien placés dans un très grand nombre de secteurs. Je dis l'eau, l'énergie, le tourisme, évidemment, les industries du luxe, qui sont, pour des tas de raisons, des industries majeures de demain. Dans tous les grands secteurs de demain, nous sommes extraordinairement bien placés. Mais même, parfois, sans le savoir, prenez les cartes à puce. J'ai appris ça il y a 10 jours. Je la cite ça récemment. Les cartes à puce. Il y a 4 entreprises qui dominent le marché mondial. Sur les 4, il y en a 3 qui sont françaises. C'est nous qui l'avons inventé. Nous l'avons inventé, et ça reste une technologie dont nous sommes les maîtres. Donc, il n'y a aucune raison de désespérer de la France. Si, il y a c'est pour ça que ce rapport m'avait passionné à faire, si nous sommes capables d'aller plus vite, nous sommes une nation qui a notre grande faiblesse, c'est que nous sommes tellement riches qu'on n'a pas une conscience des menaces. Et donc nous sommes une nation de rente, pas de profit. Il faut basculer de la rente au profit. Il faut que cette richesse ne soit pas une source d'engourdissement, mais au contraire un outil pour se développer. La raison de cette faiblesse s'explique que nous sommes une nation de la rente, donc nous sommes une nation agricole, nous ne sommes pas une nation du profit, donc nous ne sommes pas un port. J'explique de livre en livre depuis longtemps qu'une grande nation, c'est une nation dont la capitale est un port. Notre capitale n'est pas un port. Peut-être avec le Grand Paris, avec le Havre. Voilà, si nous arrivons à faire que le Havre soit une partie intégrante de Paris, nous aurons changé ce... Très bien, bien, merci Monsieur Attali. On va passer au petit jeu des mardis. Moment détente. C'est-à-dire qu'on va vous proposer un certain nombre de personnalités que vous avez pour la plupart côtoyées, et on va vous demander, si vous le voulez bien, de nous donner une qualité et un défaut pour chacune de ces personnalités. François Mitterrand, pour commencer. Qualité, un homme de culture. C'est tellement difficile à parler de lui. C'est un homme de culture. Son défaut, une extrême exigence. C'est un défaut, ça? Extrême exigence? Ouais, c'est très difficile à supporter pour les autres. Surtout quand on lui produit des notes, j'imagine. C'est déconseillé. Donc Nicolas Sarkozy, ensuite, un autre président de la République que vous avez côtoyé, ou travaillé avec lui. Qualité, d'abord, c'est un ami magnifique. Surtout que c'est un ami personnel. C'est un ami magnifique. C'est une qualité d'être votre ami? Non, c'est une qualité d'être capable d'être un ami. Et un bon ami. Un ami, c'est quelqu'un qui est là quand on n'a pas besoin de lui, mais quand on a envie qu'il soit là. C'est quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est loyal. C'est quelqu'un qui est un ami, quelles que soient les opinions politiques qu'on peut avoir. C'est quelqu'un qui on peut se confier, qui peut se confier. Je connais peu de gens qui ont cette capacité d'être un ami. Défaut, pour moi, son principal défaut, c'est qu'il a choisi le métier comme métier d'être avocat, c'est-à-dire qu'il est capable de défendre avec conviction à peu près n'importe quelle cause. Ensuite, Coluche, que vous avez aussi côtoyé. Je l'ai côtoyé, c'était mon meilleur ami. Une extrême intelligence. C'est peut-être l'intelligence la machine intellectuelle la plus étonnante que j'ai rencontrée. Défaut, aucun. Tiens, c'est votre joker. Alors, une autre machine intellectuelle, d'un autre ordre, Philippe Séguin qui vous a quitté. Philippe, oui, c'était... dites-moi, c'est un... Mis à part Nicolas Sarkozy, c'est un panthéon, ce truc. Vous avez traversé notre histoire, monsieur Attali. Non, Philippe, oui, non, Philippe et sa qualité, c'est générosité. Générosité dans tout. Générosité dans la fête, la nourriture, la joie de vivre, le football, la démesure de l'ambition pour la France, la passion pour la France. Le défaut,
Il était lassant quand même. Trop d'enthousiasme. Voilà. Ensuite, on a vu Ségolène Royal. Il est vivant. Ségolène, qualité, une éthique unique. Je suis très heureux d'avoir avec moi à l'Élysée pendant si longtemps, parce que quand j'avais me posé des problèmes sur les choix qu'on avait à faire, j'appelais Ségolène et je savais qu'elle ferait le choix moral qu'il fallait. Une éthique impeccable. Défaut, la même chose. Maintenant, son ex-compagnon et surtout François, qualité majeure, la lucidité. Très grande lucidité, très grande capacité de regarder les choses clairement. Faiblesse, il a besoin de l'approbation des autres. Et donc il a eu la vôtre. Pardon ? Il a eu la vôtre. Il a besoin de l'approbation des autres, ce qui peut être un défaut dans la capacité d'être provisoirement impopulaire, ce qui distingue un homme politique d'un homme. Vous pensez qu'il ne serait pas capable de prendre des décisions impopulaires ? Si, je pense qu'il sera capable, mais c'est un demande un défaut. Il faudra bien le conseiller. Il en aura pour ça. Ensuite, on a Je m'occupe de plein de finances et j'ai pas l'intention de m'occuper d'autre chose. C'est très clair. On a Marine Le Pen ensuite. Que des défauts. Au moins un. Au moins un. Elle les a tous, on les a peut-être tous. Honnêtement, je n'ai même pas cherché à faire. Monsieur Zemmour, qui n'aura peut-être pas plus de... Non, c'est fait partie des innombrables erreurs de détail de notre camarade tout à l'heure. Je n'ai pas parti de cette émission où M. Zemmour était en face de moi, parce que cette émission, ils auraient parlé du libéralisme. Je suis parti parce que je me suis rendu compte au bout de 4 minutes qu'ils étaient en train de m'interroger sur un livre qu'ils n'avaient pas ouvert. Et donc je dis... C'était Nolot qui, en l'occurrence. C'était M. Nolot. C'était M. Nolot, en l'occurrence, qui appelait Sarkozy. M. Zemmour expliquait que... aller dans votre sens, en l'occurrence. Non, tous les deux n'avaient pas lu, n'avaient pas ouvert le livre. Et Ruquier non plus. Tous les trois m'interrogeaient sur un livre qu'ils n'avaient pas ouvert. Donc je dis, je ne vois pas pourquoi je reste là. Vous êtes resté, c'est bon signe. Ensuite, un que vous nous avez dit apprécier Jean-Luc. Vous nous avez pas dit apprécier Monsieur Georges Junior. J'appréciais beaucoup son père. D'accord. Son père était un extraordinaire président, et je vais vous raconter, si vous voulez, me donner une seconde, une anecdote sur lui. Je vous en prie. Tout est bon. Il y a très longtemps, vous n'étiez pas né, hein, François Mitterrand était président de la République, et il était invité à une sorte de réunion au sommet avec le père, qui était à l'époque président des États-Unis, parce que le père était aussi président. Et la réunion avait lieu dans la maison de famille des Bush, à Kennebunkport, qui est un port au nord de Boston. Et la délégation française était dans un hôtel, et François Mitterrand logeait dans la maison des Bush, avec les Bush, et moi, privilège, j'étais aussi logé dans la maison des Bush, et donc nous avons passé du temps dans cette maison pendant 3 jours. D'abord, le père, grand intellectuel, parlant chinois parfaitement, extrêmement cultivé. C'était une des rares fois, je pense la seule fois de ma vie où j'ai failli voler quelque chose, parce qu'il y avait sur la table de la maison un exemplaire des mémoires de Nixon annoté à la main par le président Bush. Vous imaginez ? Mais je ne l'ai pas pris. Mais si je vous raconte ça, c'est parce qu'on m'a logé dans une chambre, et la chambre dans laquelle on m'a logé, c'était la sienne. Elle était comment ? Il n'y avait pas un livre. Il y avait des gants de boxe, une batte de baseball et une Bible. Donc un livre. Celui qu'on a dans les chambres d'hôtel aussi. En fait. Donc un livre, oui. Et enfin, Monsieur Obama. Je ne l'ai pas rencontré, je ne connais que ce qu'il dit et ce qu'il écrit. Je l'avais, comme tout le monde, remarqué par son discours à la Convention de Chicago au moment de l'investiture de Clinton, évidemment qui est un discours exceptionnel. C'est le président qu'on peut rêver pour l'Amérique, c'est un grand intellectuel, c'est un homme exceptionnel, c'est une vision du monde tout à fait remarquable. Pour moi, il y a 2 hommes politiques que j'admire dans le monde en ce moment, c'est lui et Mario Monti. Ce sont les 2 hommes qui me donnent le sentiment qu'on peut être fier d'être américain et fier d'être italien. Merci M. Attali. Alors maintenant, on va passer la parole à la salle. Donc si vous avez une question, je vous demanderai de bien vouloir vous lever, vous présenter et de poser une question claire et très brève, s'il vous plaît. À gauche, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Attali, je vous présente. Je suis monsieur Bollarin, j'ai 75 ans.
j'ai connu quelque chose aussi dans ma vie professionnelle et de simple citoyen. Une chose me préoccupe, c'est le Moyen-Orient. Que pensez-vous actuellement de la situation entre Israël et l'Iran? Pensez-vous que que Israël bombardera peut-être l'Iran? Quelles conséquences pour cette région, pour l'Europe et pour le monde? Merci. Oui, je suis content que vous ayez posé cette question parce qu'évidemment, s'il y a une menace militaire, elle est là, elle est évidente. Personne ne peut laisser l'Iran devenir une puissance nucléaire, ni Israël bien sûr, ni le reste du monde, parce que une arme nucléaire, c'est d'abord une arme mobile, portable, et ce n'est pas d'avoir une arme nucléaire, il faut aussi avoir des fusées pour les transporter. Or, l'Iran avance vers l'arme nucléaire, clairement. Et donc, il faut tout faire pour qu'elle ne l'ait pas. J'espère que les méthodes de négociation suffiront. J'espère. Mais si elles ne suffisent pas, je suis de ceux qui pensent qu'il faut tout faire pour que l'Iran n'ait pas l'arme nucléaire. Y compris l'intervention militaire. J'ai dit tout faire. Une autre question? Au milieu, monsieur. Le micro arrive sur votre droite, monsieur. Pardon? Le micro à votre droite. Écoutez, j'ai vu que le sujet de la conversation de ce soir, c'était le futur a-t-il un avenir? Je vous la pose parce que j'ai pas tellement l'impression qu'on en ait beaucoup parlé. J'ai découvert ce sujet en arrivant aussi. De toute façon, la seule hypothèse dans laquelle le futur n'aurait pas d'avenir, c'est l'hypothèse dont nous venons de parler, c'est-à-dire d'une destruction de l'humanité par la guerre ou par une évolution tragique. Ce n'est pas impossible. On peut faire la longue liste des menaces qui pèsent sur l'existence de l'humanité, les menaces climatiques, les menaces militaires, les menaces biotechnologiques qui sont absolument gigantesques. Et dans un brève histoire d'avenir, je consacre un chapitre entier à décrire les menaces sur la survie de l'humanité. J'ai dit tout à l'heure pour ma part que je crois que les écarts de revenus sont une menace très profonde sur l'avenir, d'où le fait que j'ai choisi cette bataille pour les années qui viennent, pour ce qui me concerne. Oui, il peut y avoir une situation dans laquelle l'humanité ressemblerait à la Somalie, qui est le seul pays qui n'a pas d'État depuis 15 ans, et il m'arrive souvent de dire que la globalisation, c'est la somalisation. Donc l'absence d'avenir, c'est un monde qui ressemblerait à la Somalie, où il n'y aurait pas d'état de droit, où les bandes criminelles se disputeraient le monde, et où la mafia serait partout au pouvoir. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'avenir. Une sorte d'âge sombre qui est devant nous. Ça, c'est tout à fait possible, et c'est même le plus probable, même si nous faisons tout pour le retarder, sauf si nous mettons en place à l'échelle du monde ce que nous avons réussi à mettre en place à l'échelle de chaque nation, c'est-à-dire une police, et donc, si possible, une police démocratique, donc un État, une démocratie, un Parlement, une justice, et toutes les règles possibles. C'est très difficile à imaginer que nous soyons capables de faire ça, parce qu'il faut le faire. D'habitude, quand on crée une démocratie, on la crée par une dictature qui devient une démocratie, mais le créer de la base, c'est très difficile, d'où l'importance de la création d'une fédération démocratique européenne comme échantillon de ce qu'il faut faire à l'échelle mondiale. Mais je pense que pour les plus jeunes qui sont dans cette salle, qui atteindront la fin de ce siècle, l'hypothèse selon laquelle l'humanité serait dans un chaos épouvantable, menacé par les destructions climatiques et par les guerres et par les violences de toutes sortes, me paraît l'hypothèse la plus vraisemblable à 50 ans d'ici, sauf à mettre en place l'état de droit dont je parle. Alors, l'histoire de l'humanité est ainsi faite qu'en général, on ne crée pas les institutions à la place des guerres, mais après les guerres. 1928, il y avait plusieurs projets de marché commun européen, etc.
J'espère simplement, et ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, qu'en faisant partie de ceux qui disent « attention, nous courons à la catastrophe », que je participe d'un mouvement qui essaiera de faire en sorte qu'on l'évite et qu'on mette en place les institutions à la place. Il faut résister contre cette tendance naturelle d'un monde qui va croître très vite avec une globalisation sans règles, alors que la globalisation est tout à fait positive si elle s'inscrit dans un contexte démocratique d'institutions qui mettent en place une règle du droit. Donc, est-ce qu'il y aura un avenir? Il y a un avenir pour le marché qui débouche sur la guerre si nous ne sommes pas capables de mettre en place une démocratie à l'échelle de la planète. Une ultime brève question, peut-être, à gauche. Bonjour, monsieur Attali. À quelles conditions pourrait-on imaginer l'annulation de toute ou partie de la dette de certains pays d'États européens comme remède à la crise? Merci. Comme vous savez, il y a déjà une annulation très partielle de la dette grecque, et forcément, quand on dit annulation de la dette, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui le paye. Et forcément, le système est tel que, par nature, il y a un prêteur et un emprunteur. Si on annule pour l'emprunteur, on n'annule pas pour l'emprunteur, on ne peut pas annuler des deux côtés à la fois. Donc quelqu'un paye la dette. De toute façon, quelqu'un va la payer. Et tout ce qui se passe en ce moment à l'échelle de l'Europe, à l'échelle du monde, c'est un mistigris. Chacun se passe la dette en disant non, c'est pas moi qui vais la porter, c'est pas moi qui vais la porter, puis et finalement ça retombe toujours sur le même, c'est-à-dire sur le contribuable. C'est l'ultime. Puis après, si le contribuable ne veut pas, on va le passer à la Banque centrale, ce qu'on est aussi en train de faire, et la Banque centrale va l'exposer en termes de l'inflation, et à ce moment-là, ce sera le citoyen et le consommateur qui vont le prendre, et c'est les épargnants qui vont voir leur épargne perdre de la valeur par l'inflation et qui vont le payer. Donc, on voit en quelque sorte la dette tourner. Alors, la question de son annulation, ça veut dire ce sont les prêteurs qui payent. Ça peut être soit une annulation explicite, comme on l'a fait un peu pour la Grèce, mais dans ce cas-là, c'est un rapport de force. Les prêteurs banquiers privés n'acceptent pas qu'on leur annule et demandent aux contribuables de payer, ce qui s'est passé. Donc en réalité, l'annulation de la dette grecque partielle a été payée par les contribuables des autres pays européens, c'est nous qui la payons, c'est une petite somme, donc c'est pas... et puis les conséquences de ce qui serait passé si on n'avait pas fait sont encore plus gigantesques. Mais si on voulait aller plus loin dans l'annulation des dettes des États, il faudrait à un moment ou à un autre voir qui est derrière. Qui a prêté à la France? Qui a prêté à l'Allemagne? Qui a prêté à l'Italie? Pour plus de la moitié, ce sont les Européens, c'est-à-dire vous et moi, qui avons prêté par le biais de l'assurance, des placements divers, c'est nous qui prêtons. Donc si on annule les dettes, c'est notre épargne qui disparaît, c'est votre retraite qui n'existe plus. Et c'est ça qui se passerait. Je pense que aujourd'hui, il faut affronter le fait que il faut choisir très clairement qui doit payer cette dette. Je pense qu'il devrait y avoir eu déjà depuis un certain temps des vrais procès contre ceux qui l'ont laissé grandir. Ceux qui ont laissé grandir cette dette, en particulier depuis 5 ans à l'échelle mondiale, sont coupables. Et en France, ceux qui ont laissé grandir la dette de 65% à 87% du PIB en 5 ans, 7 ans, 8 ans, sont coupables. Mais le fait de le juger ne fera pas rentrer l'argent. Et qu'à un moment, la meilleure façon de le faire, c'est de répartir aussi justement possible en faisant un choix politique. Pour ma part, je pense qu'il faut prioritairement protéger les plus jeunes, parce que c'est eux qui portent l'avenir, et que s'il y a quelqu'un à qui faire payer, ce sont ceux qui ont déjà profité de ce qui est le résultat de la dette, c'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui retraités, parce que eux, pendant 15 ans, ils n'ont pas payé d'impôts. Et c'est ça qui a fabriqué la dette. Mais je dis cela en sachant parfaitement ce que je dis, et en constatant qu'en particulier en France, le niveau de vie des retraités est supérieur au niveau de vie des actifs, aujourd'hui, et le niveau de vie des fonctionnaires est supérieur au niveau de vie des travailleurs du secteur privé. Vous voyez où j'aurais envie qu'on puise ce qui est appuyé. Alors, ça fait 4 fois que vous me dites la dernière question. Alors, dernière question. Dernière question. Dernière.
Bonjour. Il va fonctionner tout seul. Allô. Micro. Désolé. C'est pas grave, je vais parler très fort. Donc bonjour. Non, il y a le micro qui arrive. Alors, bonjour, Louis Gutmann. J'ai une question, en fait, vous disiez que la France est un pays plein d'avenir et qui a énormément de potentiel. Pourtant, il suffit de regarder tous les sondages en ce qui concerne l'optimisme des Français, ou justement pas l'optimisme parce qu'on est actif, mais la confiance dans l'avenir. Et on a une confiance pire que celle des Afghans. Et c'est quand même politique. Et comment l'expliquez-vous? Et aussi, j'ai une question concernant les métiers de demain. Vous parlez d'innovation en France, vous parlez de Grenoble et de l'ensemble des recherches qui s'y font. Pourtant, il y a quand même une fuite une certaine fuite des cerveaux en France. Et aussi, dans les grandes écoles d'ingénieurs, la recherche est finalement une direction peu recherchée par les étudiants. Comment l'expliquez-vous et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Vous posez de très bonnes questions. C'est vrai que la France n'a pas confiance en son avenir pour une raison tout à fait rationnelle. La France est un pays très rationnel, un grand pays très sage, et la France constate qu'elle n'a collectivement et par sa classe politique, elle n'a pas choisi entre deux avenirs. L'un qui est de rester la France en tant que telle, avec le risque d'être toute seule, isolée dans un monde où 1% de la population mondiale ça ne représente rien, ou devenir une partie d'une puissance fédérale européenne. Et il n'y a rien de pire que de ne pas faire de choix. Donc la France n'a pas de projet. Elle n'a pas un projet national, elle n'a pas de projet européen. Moi, je dis clairement, la France n'a pas d'avenir sans s'intégrer à un projet européen, qui serait incroyablement enthousiasmant. Je suis pour une Europe fédérale, avec un président de l'Europe uni au suffrage universel, et un vrai modèle et valeur et projet européen pour le siècle à venir. Cela ferait de l'Europe la très grande puissance. Le malheur de l'Europe, c'est qu'aujourd'hui, c'est que ceux qui ont voulu l'Europe, parce qu'ils ont connu la guerre, ne sont plus là. Ceux pour qui l'Europe est naturelle, comme ceux qui sont les étudiants d'aujourd'hui, parce qu'à cause d'Erasmus, l'Europe est une évidence pour eux, ne sont pas encore au pouvoir. Et ceux qui sont au pouvoir au milieu n'ont ni connu la guerre, ni Erasmus, donc l'Europe, c'est pas leur truc. Nicolas Sarkozy, l'Europe, c'est pas son truc. Lionel Jospin, c'était pas son truc. Et en Allemagne, Mme Merkel, c'est pas son truc. Donc nous sommes dirigés en Europe par des gens pour qui l'Europe n'est pas un projet. Alors que ça l'était pour la génération précédente, et ça va l'être pour la génération suivante. Et il faut qu'on passe cette étape intermédiaire avec des gens qui n'en ont rien à faire de l'Europe, qui n'ont d'ailleurs pas d'autres projets alternatifs. Enfin, tant est qu'on puisse parler de faute de français, mais ils n'ont pas d'autres projets, en faisant surgir des gens de vos générations qui disent « mon avenir, c'est l'Europe » en tant que tel. Et c'est ça qui redonnera, je crois, confiance. Ou alors, il y aura un rêve français qui est le rêve Le Pen, qui évidemment est pour moi un cauchemar et non un rêve. Sur la deuxième question, elle n'est pas spécialement française, elle est mondiale, et ça je l'avais beaucoup regardé quand j'avais présidé une autre mission sur la réforme de l'enseignement supérieur, qui a d'ailleurs débouché sur le LMD, et ce qui maintenant est devenu général en Europe, c'est partie d'une réforme française. C'est qu'en fait, à l'échelle, et ça vous le constatez, tous ceux qui sont là-dedans, les dirigeants des écoles le savent, faire des efforts n'est pas aujourd'hui considéré comme la priorité quand on est étudiant. Et en particulier, devenir ingénieur. Donc, il y a un recul de gens qui vont dans les classes préparatoires scientifiques, et donc il y a un recul du métier d'ingénieur qui tient d'ailleurs aussi à la hiérarchie des revenus, et à la hiérarchie de la rémunération, du statut social. Dans ma génération, rien n'était plus important que d'être scientifique. On faisait du sacrifice privé absolument gigantesque pendant de longues années parce qu'il fallait le faire, et en plus c'était passionnant et on ne le regrettait pas même en termes d'épanouissement intellectuel. Mais aujourd'hui c'est plus le cas, et on accepte de faire des mathématiques que pour faire de la finance. Et c'est pas seulement vrai en France, c'est vrai partout. Au point que, comme vous le savez, les grandes écoles d'ingénieurs aux États-Unis et ailleurs sont plus peuplées de gens qui viennent d'Asie, parce qu'ils n'ont pas encore renoncé à l'effort.
et ils ne cherchent pas encore le miroir aux alouettes de la publicité, de la finance et autres, et savent que l'avenir d'une société, c'est l'industrie. J'ai toujours écrit depuis très longtemps qu'il y a une illusion de penser que nous entrons dans des sociétés post-industrielles. C'est une illusion. La seule source de richesse, c'est l'industrie. L'avenir d'une société, ce n'est pas d'être post-industriel, c'est d'être hyper-industriel. C'est de transformer les services en objets. C'est ça l'avenir de la productivité. Elle est là. Et donc, les grands métiers d'avenir sont les métiers créateurs de richesse industrielle. Regardez aux États-Unis, regardez partout. Et vous avez en plus la chance d'avoir des métiers et des progrès techniques qui sont fabuleux, dont j'ai donné les grands axes tout à l'heure. Mais il faut pour cela maintenir cette grandeur que la France a en soi, en elle-même, par l'école mathématique française, la qualité de nos grandes écoles, dont l'ESSEC fait partie évidemment, qui laisse à l'effort, à la science, une priorité sur laquelle le déclin est certain. Faites de la science. Faites de la science. Si vous n'en faites pas maintenant, vous n'en ferez jamais. Si vous avez une perspective potentielle d'aller dans l'industrie, allez dans l'industrie. C'est bien plus intéressant. C'est là où sont les vrais secteurs d'avenir, beaucoup plus que la publicité, le commerce et toute autre chose, toute autre baliverne. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Je remercie également nos partenaires, le groupe d'audit et le conseil matin ainsi que le groupe La Poste, et nous vous invitons au prochain débat des mardis de l'ESSEC le 19 mars sur les dettes souveraines, avec la présence exceptionnelle de M. Jacques Généreux et du président Europe des Ratings et Notation de Standard & Poor's. Merci à vous, merci Monsieur Attali, et comme d'habitude, il y a un cocktail en cafétéria et vous êtes tous conviés. Je regarde ton petit badge.